Bonjour à tous, nous sommes le 13 juin 13018 et, comme vous le voyez, je vous parle à travers une vidéo. Un format digne des arriérés des âges sombres. Pourquoi ? Parce que je suis un vieux ennuyeux qui aime les vieilles choses ennuyantes d'il y a 2000 ans ? C'est possible. Mais aussi parce que je vous propose justement d'en parler de ces âges sombres au travers d'une petite série où on traitera surtout d'histoire, mais peut-être aussi d'autres choses. Bon, je suppose que les âges sombres vous connaissez, mais on va quand même faire un petit rappel pour mettre les choses au clair. Les âges sombres rappellent plusieurs choses, qui sont résumées d'ailleurs dans leur nom. C'est une époque où la planète souffre d'une pollution extrême. C'est une époque où les régimes autoritaires ou pseudo-démocratiques dominent très largement en nombre. C'est une époque où la pauvreté et les inégalités règnent partout. Le passage à ces âges sombres se situe de façon nette dans les années 11800 et 12000, alors appelés 19e, 20e et 21e siècle. Il ne faut pas oublier que même le calendrier restait archaïque. On comptait encore à partir d'un mec appelé Jésus. Le progrès technologique était très important, mais il ne se répercutait pas forcément dans la politique, ou l'économie, ou la société, ou l'environnement. Loin de là, très très loin de là. L'impossibilité pour la civilisation des âges sombres à organiser une production complètement folle sans se menacer d'autodestruction valut aussi le nom, que personnellement j'adore, d'âge stupide à la période. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'adoption d'un système aussi peu efficace que le capitalisme, ça fait sourire. Mais il faut garder à l'esprit qu'à l'époque, pas forcément. Enfin, malgré son haut degré technique et son immense impact sur la population et la planète, la période des âges sombres reste malheureusement assez mal connue. Mais bref, trêve de bavardage. Il ne s'agit là que de banalité. Entrons donc dans le vif du sujet. Mes chers acolytes. Bref, le sujet. Sujet qui touche les euros, oui, les euros effectivement. Alors maintenant que je vous ai fait un rappel sur les âges sombres, je ne vous ferai pas l'affront de vous présenter l'Union Européenne. L'Union Européenne est un rassemblement de pays européens souhaitant former une entité politique commune. D'abord formée de 6 pays, ce nombre augmente progressivement. Dans le même temps, des institutions politiques sont créées et la libre circulation des marchandises et des hommes est mise en place. Une monnaie commune voit alors le jour, l'euro. Ceci est un euro. Il en existe plein de sortes. On est sûr qu'il y a au moins une déclinaison par pays. Mais ça se complique déjà. Certaines pièces semblent ne pas avoir de pays en particulier. Elles sont rares et aucune zone n'en comporte de façon majoritaire. Donc forcément, il y a plusieurs théories. Soit ce sont de petits pays qu'on n'a pas identifiés, soit ce sont des sortes de pièces de commémoration. Les spécialistes préfèrent la deuxième théorie. Parce qu'en fait, il s'agit surtout de pièces de 2 euros. Donc, à moins de supposer des micro-pays sortis de nulle part, obligés de frapper seulement des pièces de 2, c'est plus prudent de partir sur des pièces de type commémoratif. Je vous passe les bizarreries des pièces de 5 et de 10, les soupçons faux, bref, si vous n'avez pas encore compris que c'est un peu le bordel cette histoire, pas d'inquiétude, ça va venir. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'on sait au juste de ces euros ? Il est plus que temps de faire le tour des théories de ce sujet absolument passionnant. Si, passionnant. Alors, on va commencer avec un premier groupe de théories, les théories les plus tranchées, celles qui donnent à ces pièces un véritable programme politique. Voici la face commune d'un euro, avec la valeur indiquée. En numismatique, on l'appelle aussi le revers. Elle est déclinée en 3 types, cuivré et doré pour les fractions, doré et argenté pour les unités. Au niveau de la composition métallique, il n'y a rien de bien transcendant pour les canons de l'époque, et on peut exclure une valeur intrinsèque des pièces. En gros, fondu, ça valait à peine plus que les bouts de papier qu'ils utilisaient. Et on a dit qu'on rentrait pas dans le débat sur les pièces en argent. Bref, voilà pour les choses bassement matérielles. On va essayer de voir ce que veulent dire ces pièces, selon ce premier groupe de théories en tout cas. Sur les plus petites pièces, on a une représentation de la Terre, centrée sur l'Europe, encadrée avec un signe de l'Europe, les étoiles. Sur les fractions décimales, on a toujours les étoiles, mais elles encadrent les pays de l'UE. Et sur les unités, elles encadrent le continent européen. Alors là, c'est le festival.
Il y en a qui pensent que, comme le monde est sur les plus petites valeurs, l'UE s'en fout du reste du monde. Ils pensent aussi que l'UE n'était pas joyeuse d'être incomplète et elle a donc mis les pays membres séparés sur les valeurs plus hautes, avec l'objectif d'intégrer tout le continent, qui serait indiqué donc sur les unités. Bon. Pourquoi pas? C'est encore assez raisonnable. D'autres le font dans l'autre sens, en estimant que la valeur indiquée n'a pas de lien avec la représentation. Donc ça donne ça. L'Europe comme continent, les unités, doit s'unir, dixième, pour conquérir le monde. Les centièmes. Bon, mais enfin ils sont pas nombreux. Hein. Alors tout ça c'est bien joli, mais comment les gens de l'époque utilisaient ces pièces? Quelle signification ces pièces avaient? Là aussi, il y a des théories qui semblent capillotractées. Théorie numéro 1. Selon cette théorie, les euros sont utilisés pour des rituels consacrés à la croissance, divinité importante s'il en est. C'est une théorie très intéressante. On sait que ces civilisations vénéraient, par-dessus tout, la croissance. Les gens pensaient qu'elle leur apporterait la solution à tous leurs problèmes. En soi, ce serait pas incohérent qu'il y ait des rituels. Et surtout, on sait que l'essentiel des paiements était déjà numérique, et que même les petites sommes passaient par des petits rectangles en plastique avec une puce. L'idée, c'est qu'avec un niveau technologique pareil, ce serait absurde de continuer de payer avec des pièces en métal, et surtout de s'emmerder à les produire. Donc elles auraient un autre rôle, un rôle religieux, et le fait qu'on en ait retrouvé autant, ça correspondrait bien à l'ampleur du culte de la croissance. Dans le cas des euros, ça se doublerait tout simplement d'un culte à l'Europe. Bon, je trouve que c'est une belle théorie. Mais le problème, c'est qu'on n'a retrouvé aucune trace de ces rituels dans les autres sources, et que du coup, c'est dur d'étayer la théorie. Mais après, elle reste quand même plus crédible que la théorie numéro 2. Selon laquelle les pièces servent à montrer qu'on tient à quelqu'un. L'idée, c'est que le fait de donner une pièce est un signe de reconnaissance, comme des sortes de jetons « je t'aime bien », mais qui changeraient avec la valeur. Ce qui rejoindrait l'idée que l'époque aimait bien tout convertir en valeur marchande. Bon, même pour l'époque, ça paraît hardcore d'utiliser un système pareil. Et on sait en fait que certaines régions utilisaient bien de tels systèmes, mais numériques. Et on voit mal pourquoi l'Europe, qui n'était quand même pas à la ramasse au niveau technologique, aurait mis en place ce truc-là. Ce truc qui est d'ailleurs attesté nulle part dans les autres sources et qui est peu défendu en fait par les historiens. Voilà. Troisième théorie. Là, les euros auraient une valeur de protection, comme des amulettes. Bon, voilà. Sauf que, là, non seulement c'est pas attesté ailleurs, mais en plus ça ferait quand même énormément de gris-gris par personne si on s'en fie aux quantités retrouvées. Bon, vous l'aurez compris, ces théories qui donnent beaucoup de signification aux pièces sont difficiles à soutenir. Et même si j'ai un petit faible pour la première, faut bien reconnaître que ce groupe de théories-là se base sur, généralement, pas grand-chose. C'est pourquoi les historiens du courant opposé sont beaucoup plus nombreux. Les théories précédentes se basaient en fait surtout sur le fait que la technologie de l'époque ne justifiait pas le recours à des pièces comme moyen de paiement. Ou en tout cas pas que comme moyen de paiement, mais il y a beaucoup plus d'historiens qui défendent qu'au contraire, ces pièces étaient encore largement adaptées, en affirmant que les changements mettent très longtemps à se produire, et que pour de petits paiements auxquels on n'accordait pas beaucoup d'importance, ou si on voulait pas s'embêter avec le paiement numérique, un échange monétaire convenait largement. Bon, il n'y a pas vraiment de suspense, le gros avantage de cette théorie, c'est qu'elle est attestée dans d'autres sources de façon suffisamment importante pour qu'on puisse pas sérieusement remettre en question le rôle économique des pièces, même si ça n'exclut pas un rôle religieux. Mais avec cette interprétation, ça devient difficile de soutenir un fort rôle symbolique des pièces, parce qu'elles ont un rôle très secondaire. Ça correspond d'ailleurs assez bien avec le peu de soins qu'on a pu observer dans de nombreux cas. Par contre, ça colle moins bien avec le soin apporté par le pouvoir pour graver les pièces. C'est vrai. Et donc, comme toujours en histoire, des chercheurs tentent de concilier, de rassembler les différentes théories.
L'idée générale, c'est qu'il ne faut pas confondre volonté du pouvoir et pratique réelle. Oui, les autorités européennes ont pu vouloir créer un sentiment d'unité, conquérir le monde ou favoriser le culte de la croissance. Ça ne nous dit rien sur la réception des usagers, ce qu'en faisaient les gens, qui ont pu ne garder que la valeur monétaire pour des paiements sans importance. A l'inverse, ces pièces ont pu être émises seulement pour les échanges économiques, et les citoyens ont pu leur donner un rôle rituel, en faire des amulettes ou que sais-je encore. Généralement, ces historiens sont plutôt pour admettre une symbolique réelle, mais aussi le fait que cette symbolique était peu perçue par la majorité de la population. Les gens s'en battaient les couilles complets, quoi. Ici, c'est pas super sexy comme théorie, ça reste la plus plausible, même si d'autres le sont aussi. Pour résumer, ce qu'on peut dire de ces pièces, en l'état actuel des connaissances, la seule chose dont on soit sûr, c'est que les pièces avaient effectivement un rôle économique, et que les pouvoirs européens leur avaient donné une signification. Et donc, en histoire, ça donne des discussions passionnées, des disputes fascinantes et des guéguerres affligeantes pour savoir comment interpréter ce qu'il y a sur les pièces et comment elles étaient perçues par la population.